Bonsoir à toutes et à tous, il est 20 h et nous voici donc pour ce nouveau débrief. Le débriefing du Grand Prix de Sao Paulo ou Grand Prix du Brésil, vous appelez ça comme vous le voulez, il n'y a pas de problème. La 101e victoire de Lewis Hamilton. C'était pas gagné quand même, hein. Hamilton qui avait réalisé le meilleur temps de la séance qualificative de vendredi, qui a été disqualifié, qui s'est retrouvé à partir dernier lors de la qualif sprint d'hier. Il est remonté 5ème, mais il s'est encore pris 5 places de pénalité puisqu'il a échangé de moteur thermique, mais ça il le savait avant le début du week-end. Il part donc 10ème aujourd'hui et il s'impose face à Max Verstappen. On a encore une fois une bataille entre les deux. Alors cette fois-ci quand même on va s'en réjouir un petit peu, mais il n'y a pas eu de contact. C'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que lors d'un week-end avec une qualification sprint, il n'y a pas de contact entre les deux leaders du championnat ensuite. Rendez-vous compte de ça, on a vécu quelque chose d'historique, bien entendu. Mais bon, super Grand Prix, on s'est vraiment pas ennuyé et c'était sympa à suivre, très clairement, et très belle victoire de Lewis Hamilton. On va évidemment revenir sur la course des 20 pilotes dans l'ordre de leur arrivée. C'est pour ça que vous avez maintenant le classement qui est à droite de ma petite tête. Mais on ne peut pas évidemment ne pas commencer par les deux prétendants au titre qui vont continuer, on l'espère en tout cas, de nous offrir un spectacle exceptionnel jusqu'à la fin de saison. On y est, hein, la saison du siècle. Bon, évidemment, le siècle a commencé il y a 20 ans, donc c'est pas non plus si incroyable que ça, mais quand même, hein, on est très clairement dans la saison du siècle actuellement, je pense. Il y en a eu des très belles, hein, déjà, mais là, il y a une intensité dans le combat qui est quand même assez folle et qui est aidée par le fait aussi, je pense que certes ils sont au-dessus du lot, mais en fait c'est pas une bataille entre deux pilotes d'une même équipe, quoi, donc c'est un peu plus compliqué. C'était pour moi plus compliqué de vraiment rentrer dans le côté lutte incroyable parce qu'il mettait 3 tours au reste du peloton, quoi. C'était vraiment un peu plus dur là, et pourtant c'était le cas aussi avec McLaren à l'époque en 88, mais ici voilà, vraiment deux pilotes, deux équipes adverses qui se retrouvent à encore jouer le titre à 3 Grands Prix de la fin. On rappelle qu'on va arriver au 20e Grand Prix dimanche prochain, 20e Grand Prix de la saison, et on n'a toujours pas de dénouement. On ne sait toujours pas qui va être le prochain champion du monde, donc ça vraiment, ça va être très 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 sympathique, hein, à suivre, et on espère que ça va être le cas. Lewis Hamilton, on peut la mettre vraiment dans le panthéon des victoires du pilote britannique, des 101 victoires maintenant du septuple champion du monde. Alors évidemment, voilà, il va y avoir des critiques. De toute façon, il s'en prend, peu importe ce qui se passe, et Verstappen s'en prend, peu importe ce qui se passe aussi, puisque la mesure, c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant en Formule 1, en tout cas parmi les fans de Formule 1, mais on va pas se le cacher, le gaillard part dernier en qualification sprint. Il a 24 tours pour remonter comme il peut, il n'y a pas d'aérostand, il n'y a rien qui peut véritablement l'aider de manière entre guillemets artificielle. Vous allez me dire, bah oui, le DRS. D'accord, il y a le DRS, mais enfin, excusez-moi, il les dépassait dans des trams DRS, les pilotes aussi hier. Ah oui, mais il bloquait pas parce que c'était la qualif sprint. Oui, donc en gros, il peut jamais gagner, Hamilton. Il peut jamais faire quelque chose de bien. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui fait que ça ne va pas. Donc c'est assez chiant, je vais pas vous le cacher, de toujours entendre la même rengaine et dire que voilà, c'est toujours ceci sur la voiture. Vous mettez un Oreo dans la voiture ou un pied de biche, ou vous mettez un tabouret, un Elgato strip deck, une bouteille, voilà, vous mettez ce que vous voulez dans la bagnole, elle fait exactement le même travail. De toute façon, c'est la voiture qui fait tout. C'est absolument insupportable d'écouter toujours ça. Il faut savoir admettre que le gaillard, il a piloté vraiment avec une rage folle depuis le début du week-end. Oui, il avait un moteur qui était pas mauvais du tout, bien sûr, et il en a fait une très très bonne utilisation. Mais il faut le sortir derrière le pilotage, et il aurait pu s'énerver aussi, vu ce que fait Verstappen à la première tentative de dépassement. Voilà, il peut commencer à perdre un petit peu les pédales, à faire n'importe quoi, et non, il reste entièrement focus sur son travail, il remonte et il repasse ensuite. Max Verstappen, j'avoue que cette fois-ci, je vais quand même le dire, j'ai trouvé que Mercedes, au moins, faisait la stratégie qu'il fallait faire. C'est-à-dire que j'ai senti que, et ça s'est vu avec Toto Wolff notamment, l'extraordinaire Toto Wolff, en fait, toute l'équipe Mercedes a été reboostée parce qu'il s'est passé vendredi, mais d'une force. On en avait parlé dans le Racing Café de jeudi, on avait l'impression justement la semaine dernière au Mexique, que Hamilton avait un petit peu lâché l'affaire, qui était un peu, voilà... qu'il avait peut-être un peu baissé les bras parce que la Red Bull était vraiment très rapide, mais ils sont revenus, le meilleur temps de vendredi leur a donné vraiment une confiance folle et vraiment leur a donné envie d'en découdre, et on l'a senti ensuite pendant tout le week-end qui continuait comme ça. Vraiment, ça a été exceptionnel, et Hamilton mérite absolument cette victoire parce que
Enfin mince quoi, le mec il était déjà quasiment 6ème au premier tour, enfin il était passé à des pilotes à gauche, à droite, partout, enfin il a vraiment fait le pilotage qu'il fallait avoir aujourd'hui sur ce week-end. Il aurait pu quand même à un moment aussi ne plus trop y croire, il se retrouve derrière les 2 Red Bull avant le premier restart, tout ça, on peut commencer à se dire ça va mal se passer, bah finalement non, il dispose de Perez, après il revient sur Verstappen, et la stratégie Mercedes était bonne, c'est-à-dire que premier relais, paf, on fait l'undercut pour Hamilton, on sent que l'undercut a de quoi être assez puissant parce que la piste dégrade quand même pas mal les gommes, on prend l'initiative, on fait les choses qu'il faut, et donc voilà, ça permet à Hamilton de revenir déjà sur Verstappen après le premier arrêt. Sur le deuxième arrêt, j'ai pas trop compris. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas totalement compris la stratégie. Je me demandais, moi je pensais en fait qu'ils allaient faire durer le relais d'Hamilton beaucoup plus longtemps pour mettre des médiums à la fin et lui permettre de remonter. Finalement, ils se sont arrêtés avec, que je vous dise pas de bêtises, avec 3 tours de retard, hein, c'est ça, 3 tours de retard entre Verstappen et Hamilton. Et ça, en fait, ça a suffi à faire la différence. Ça a permis à Hamilton d'avoir les pneus un petit peu plus frais au moment opportun et ça lui a permis de revenir. De tenter une première fois par l'extérieur, on va en reparler, je vais vous parler de Max Verstappen juste derrière, mais on va en reparler de cette manœuvre qui, bon, était voilà, finalement anecdotique au vu du résultat final, mais pour moi il y avait quand même quelque chose. Et ensuite, il s'est simplement reconcentré, il a mis la pression sur Verstappen, et puis finalement c'est passé. Alors oui, effectivement, c'est passé grâce au DRS, mais on le rappelle, enfin. Avec les Formule 1 de 2021, je suis désolé, enlevez le DRS si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, voilà, on va faire un truc. J'aimerais que le titre soit joué à Jeddah. C'est pas glamour de le voir jouer là-bas, mais tant pis, imaginons le titre est joué à Jeddah. Et pour Abu Dhabi, on dit, c'est pas grave, on annule le DRS. Voilà, les fans de Formule 1, vous allez être ravis, on enlève le DRS, vous allez passer le pire Grand Prix de votre existence. Parce que si vous enlevez le DRS, il y a 1 seconde 2, peut-être 9 dixièmes, 8 dixièmes d'écart entre les deux tout le temps, et basta. Parce que le DRS est quand même là pour permettre de revenir en fait sur la voiture de devant. Alors effectivement, ça aide aussi à faire des dépassements, mais vous auriez encore moins de dépassements et moins de batailles sans le DRS, je pense. Hein. Donc franchement, c'est une chose qui a été nécessaire depuis qu'on l'a introduit en 2011. Je vous rappelle qu'à la base, on l'a introduit en 2011 parce que 2010, la saison, tout le monde retient cette saison comme une saison incroyable parce que c'était une bataille jusqu'au dernier Grand Prix dans les derniers tours. Mais bordel, fallait se les taper les Grands Prix, hein. Fallait se les farcir, hein. Les Grands Prix de la saison 2010 sont mauvais. Il ne se passe rien, personne ne peut jamais dépasser, enfin voilà, on s'emmerde devant la saison 2010. Donc en 2011, ils disent, on va mettre le DRS, c'est peut-être un petit peu extrême, mais au moins ça va permettre de retrouver les dépassements, et avec les pneus Pirelli qui étaient en bubblegum à l'époque, voilà, ça a permis de faire des trucs un peu plus sympas. Donc aujourd'hui, le DRS fait partie de la réalité d'un Grand Prix de Formule 1, voilà, c'est comme ça. Et Lewis Hamilton a fait aujourd'hui une course exceptionnelle compte tenu du règlement qui est à sa disposition, on va dire, si vous voulez qu'on puisse trouver un petit côté un peu plus sympathique pour les gens qui détestent Lewis Hamilton, histoire que vous puissiez dire, vous voyez, voilà, de toute façon c'est la Mercedes, c'est le DRS, c'est ceci, c'est cela, donc voilà, vous pouvez dire effectivement, avec ce règlement-là, il a produit la meilleure course possible. Max Verstappen, qui prend la tête au départ, c'était superbe, il a justement très bien géré par rapport à ce qui s'est passé hier, évidemment. Alors hier, on pense quand même que hier, en qualification sprint, je pense effectivement que ce petit problème de gear sync, c'est-à-dire qu'en gros, quand il passait une vitesse, la vitesse se passait pas de manière totalement seamless, sans accro, là je pense effectivement ça lui coûte la tête au départ, c'est assez clair. Mais aujourd'hui il fait le boulot, hein, il fait clairement le boulot. En plus il y a Perez qui vient se mettre deuxième, donc vraiment tu te dis que Red Bull a toutes les cartes en main. Finalement il n'y avait pas le rythme par rapport à Hamilton aujourd'hui. Maintenant, je dois quand même vous parler donc de cette tentative de dépassement de Lewis Hamilton, ce fameux moment où les deux pilotes se retrouvent hors piste. Et en fait, c'est là, à mon avis, où la FIA n'aurait jamais dû tergiverser et ne doit pas, en fait, éviter une enquête. Alors, effectivement, on va encore nous dire, oui, mais c'est de la F1, let them race, machin, tout ce que vous voulez. Oui, let them race, je suis d'accord, il faut les laisser un petit peu. Mais là, je trouve que c'est un peu trop facile. C'est-à-dire que... emmener un pilote au large, c'est déjà pas classe. Bon. Quand Fernando Alonso le fait bien suffisamment, vous savez, ce fameux moment où vous êtes côte à côte avec quelqu'un, puis vous êtes un peu devant, donc vous prenez le virage comme s'il n'existait pas pour l'emmener au large. C'est pas classe, c'est pas top. Mais ici, moi, ce qui m'emmerde particulièrement, c'est que Verstappen prend le virage, il remet un coup vers la droite pour être sûr de tasser Hamilton, mais en mettant ce coup-là, il s'en va lui aussi en dehors de la piste. Et du coup, si lui-même va sortir de la piste, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Tu peux pas faire grand chose, donc moi je trouve qu'il aurait mérité au moins enquête. Je dis pas pénalité, clouez-le, tout ça, non, je dis simplement une enquête
pour qu'on puisse voilà, juger que les 4 commissaires, en plus il y a 4 commissaires d'habitude, il y en a 3, il y en avait 4, donc ils avaient quand même de quoi faire le travail, puissent au moins juger et peut-être mettre une pénalité s'il y a besoin. Mais je trouve qu'il y a trop de... C'est pas assez... Il y a une constance qu'il faut trouver qui est pas là. Par exemple, on donne 10 secondes à Tsunoda, et j'en parlais tout à l'heure sur un incident qui est peut-être pas si gravissime que ça. On donne pas de pénalité à Ricciardo parce qu'il accroche Bottas, on fait même pas d'enquête. Enfin voilà, c'est un peu le foutoir, en fait, je trouve, et c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais Manjox, voilà, quand c'est Hamilton qui fait la même à Bahreïn, on n'entendait personne dire ça, bizarrement. Ce qui se passe, en fait, c'est pas... Enfin, comment dire oui, il le tasse, je suis d'accord, et je comprends, il le tasse, et c'est Verstappen ensuite qui prend la pénalité parce qu'il continue, il met pied dedans. Mais il y a pas, en fait, je trouve que il y a eu enquête de toute façon, donc ils auraient mérité. Hamilton pouvait peut-être aussi mériter une pénalité à ce moment-là, mais il n'y a pas eu en plus un coup de volant supplémentaire, simplement il a élargi sa trajectoire, et moi je suis d'accord, et ici, ça n'aurait pas été quand même correct non plus. Mais ici, c'est vraiment le côté Verstappen, il tasse Hamilton, et en plus il va au large, c'est-à-dire qu'il en rajoute, quoi. Donc je trouve que c'est assez... c'est un peu plus flagrant. Pour moi, il faudrait que je retrouve d'ailleurs ce que j'avais dit sur Hamilton et Verstappen. Je crois que j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur Bahreïn. Ça se trouve, je me contredis totalement. Mais et je suis pas pour l'un ou pour l'autre, mais simplement, moi, je suis pour le fair racing. Et c'est vrai que Verstappen, il y a quand même ce truc où à chaque fois qu'il y a une tentative ou un truc avec Hamilton, il y a toujours quelque chose en fait. On n'arrive pas à avoir les deux clean, un dépassement côte à côte, et on dit rien du tout. Non, il y a toujours un petit moment où c'est un peu plus compliqué. Après, bon, il se prend un drapeau noir et blanc pour avoir zigzagué dans la ligne droite. Écoutez, moi, je trouve ça, bon, voilà, oui, zigzaguer dans la ligne droite, d'accord, mais enfin bon, quand Alonso le fait à Silverstone, on dit rien, enfin voilà, vous voyez, en fait, c'est tout ça. C'est tout un système où la FIA ne prend jamais les mêmes décisions, et c'est ça, moi, qui m'embête un peu. C'est ce qui rend le truc un peu plus compliqué, surtout que du coup, alors là, j'en appelle à votre avis, je vais dire dans le chat, mais et sur YouTube aussi, les équipes vont râler du côté de Michael Masi, puisque les équipes donc ont directement ont un contact direct avec la direction de course, avec le directeur de course. Mais ce sont les commissaires qui décident s'ils lancent une investigation, ou est-ce que c'est en amont le directeur de course qui dit au commissaire, je vous donne une investigation, vous faites le côté, et le truc, vous faites le taf. Parce que si ça se passe, Masi doit donner au commissaire du travail, je comprends qu'on aille se plaindre auprès de lui, mais si ce sont les commissaires qui choisissent de A à Z s'il y a des pénalités ou des enquêtes, pourquoi est-ce qu'on va râler auprès de Michael Masi qui n'a strictement aucun pouvoir de décision à ce moment-là ? Lui, il est plutôt là pour déterminer si on met des moteurs de sécurité, être sûr que toute la piste est totalement safe, et ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que moi je suis un petit peu... Voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, voilà, l'avantage, le principal, c'est que ça n'ait pas influencé ensuite la fin de ce Grand Prix et la décision finale. Et surtout, ce que je retiens, c'est que les deux ne se sont pas touchés, ça fait déjà plaisir. On retrouve maintenant une lutte entre les deux, et c'est vrai qu'on commençait à avoir un petit peu peur de voir les deux se bagarrer, Hamilton et Verstappen. Est-ce que ça allait se terminer à chaque fois en carnage et puis en accrochage ? Finalement, bon bah voilà, ça s'est très très bien passé. Maintenant... Et bien joué en tout cas à Verstappen aussi, parce qu'il a fait aussi le travail, il a fait ce qu'il pouvait pour aller chercher cette victoire. La fin de saison s'annonce complètement folle, bien sûr. Valtteri Bottas qui termine 3ème. Bon bah voilà, Bottas a fait ce qu'il a pu aujourd'hui, c'était très clairement de toute façon son rôle identifié, c'était d'aider Lewis Hamilton. Il a fait à merveille dans le premier relais quand il a laissé passer son équipier. Il a essayé ensuite de mettre la pression sur Verstappen en fin de course, il échoue à 3 secondes 1, c'était un petit peu trop court. Beaucoup de chance sur la Virtual Safety Car. C'est vrai que j'ai cru, du coup, quand il s'arrête au 30e tour, qu'il pourrait peut-être venir influencer un petit peu le duel. Bon, finalement, ça en est fallu de peu, mais ça n'a pas trop, il n'a pas trop joué un rôle important là-dedans. Mais voilà, on a enfin pu, chez Mercedes, comme chez Red Bull, jouer à 2 contre 2, et ça fait plaisir aussi de voir ça. Et puis Bottas, très bon travail aussi hier lors de la Cave Sprint. Ouais, il a dit qu'il aurait voulu faire qu'un seul arrêt, oui d'accord, mais bon, ça se voyait quand même que la stratégie à 2 arrêts, je pense, était la bonne. Après, oui, c'est vrai que quand il dit à la radio, oui, voilà, on jette par la fenêtre un 1-2, tout ce genre de choses. Ouais, c'est sur le feu de l'action.
Après, effectivement, on peut penser, il se met devant, il gère ses pneus, et puis du coup, il se retrouve à jouer un petit peu un rôle d'interférence entre Verstappen et Hamilton qui reviendrait sur lui. Ouais, ça peut se défendre. Après, je suis pas sûr que ça aurait été vraiment si malin, et ça lui aurait peut-être fait perdre le podium en fait au total à Valtteri Bottas. Donc, pas convaincu en fait réellement par ce côté-là, et je pense que Mercedes a quand même fait ce qu'ils ont pu pour aller reprendre aussi un petit peu d'air au championnat des constructeurs. C'était super important. Sergio Perez 4ème avec le point du meilleur tour, hein, ça aussi, hein, on vous dit, ça se joue maintenant point par point et tout, au moins on reprend un point du côté de Red Bull, en tout cas un point qu'Hamilton et Mercedes n'auront pas. En plus, ça a eu zéro choc, soit le bienvenu, notre petite communauté bien sympathique. Donc voilà, Perez après aussi, il fait le Grand Prix qu'il doit faire, hein. Je veux dire, il prend un très bon départ, il se retrouve deuxième en plus, donc c'est exactement ce qu'il fallait. Enfin, il prend un bon départ, je trouve que il se fait quand même, il bénéficie évidemment de Valtteri Bottas qui n'a pas su quand lâcher. Quand il se retrouve à l'extérieur de Verstappen dans le premier virage, là il aurait peut-être fallu lâcher pour s'assurer justement que Perez ne puisse pas repasser, et ensuite en fait il se loupe donc évidemment dans la première chicane, il se retrouve pas bien placé dans le virage 3, et en plus il se loupe dans le virage 3 aussi, et ça permet à Perez de passer. Donc je pense quand même que voilà, il a fait ce qu'il a pu Bottas, mais c'était pas pratique. Perez donc il a fait 3 arrêts évidemment, 2 arrêts aujourd'hui, 3 arrêts aujourd'hui pour fausser des temps à la fin. Et surtout, du coup, se retrouver avec le point du meilleur tour. Il a pas Hamilton. Oui, c'est ça, en plus, Hamilton le passe, mais Perez repasse, parce que c'était une super bataille entre les deux, vraiment. Enfin, voilà. Ça fait plaisir, un Grand Prix comme ça de Sergio Perez. C'est-à-dire que, depuis quelques courses, maintenant, on sent que il la comprend, peut-être, cette Red Bull. Et c'est pas plus mal pour l'équipe, parce que s'il la comprend, ça va peut-être leur permettre de jouer le titre jusqu'au bout, au niveau des constructeurs. Et puis, c'est pas perdu pour 2022, hein, donc, non, c'est peut-être un bon point encore, ce qui fait Sergio Perez. Il faudra voir maintenant sur les circuits qu'on va découvrir, le Qatar, l'Arabie Saoudite, est-ce qu'il va pouvoir être aussi à l'aise avec cette monoplace. Mais en tout cas, ça fait plaisir aussi. Ce qui fait plaisir, c'est aussi Leclerc et Sainz. 5 et 6 pour Ferrari, week-end parfait pour la Scuderia. Je veux dire, on ne pouvait pas faire mieux. Au niveau de la lutte pour la 3ème place du championnat des constructeurs, c'est un sans faute. Ils finissent 3ème force du plateau. Voilà. Ils finissent 3ème force du plateau de ce Grand Prix. Sainz qui fait une très belle qualif sprint en se retrouvant en 3ème. Donc vraiment, voilà, c'était top. Il y a le départ, où Sainz percute Norris. Effectivement, il y avait un petit peu de place à gauche, donc il aurait peut-être pu un petit peu plus se mettre là. Après, est-ce qu'il a vraiment pris conscience que Norris était extérieur? Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que là aussi, on aurait peut-être pu imaginer une enquête, au moins, des commissaires, parce que Norris, ça lui ruine sa course, très clairement. Donc oui, c'était possible, là, j'avoue qu'il y aurait pu aussi avoir enquête là-dessus, mais... bien sûr, quand il le touche, Norris est devant. Oui, Norris est devant, mais si tu veux, il y a aussi le côté où Norris met le coup de volant vers la gauche, alors que, en fait, quand on regarde les caméras marquées, il met le coup de volant, alors qu'il n'est pas encore complètement à côté, il compte un peu plus sur le truc, donc je sais pas, c'est assez compliqué. Maintenant, je comprends qu'on puisse imaginer qu'il fallait une pénalité pour Sainz, hein. Je le conteste pas. Après voilà, ça s'est défendu de manière assez agressive depuis hier déjà dans la qualif sprint. Hier, je pense, hein, on en parlait quand on a fait le live, je pense que Perez aussi quand même perd pas mal de choses, parce que il a fait toujours des tentatives dans le premier virage qui partaient de super loin, et du coup ça le mettait très mal dans tous les S de Senna, donc il sortait loin du troisième virage, il ne pouvait pas profiter de la deuxième zone DRS. Je trouvais qu'il était pas malin sur ce coup-là. Mais ici, écoutez, Leclerc, Sainz, ils font 5 et 6, ils font un super Grand Prix. Leclerc pour un bon départ, profite évidemment de la collision entre son équipier et Lando Norris aussi, il se retrouve 4ème. Enfin, voilà, c'est un beau Grand Prix de la part des Ferrari. Stratégie intéressante avec les médiums au deuxième relais. C'est vrai que finalement, à partir du moment où on était sur une quasi-certitude, moi j'étais surpris quand je l'ai vu, parce que je me suis dit tout le monde a mis des hards pour terminer le Grand Prix. Mais effectivement, à partir du moment où on sait que ça va être une course à 2 arrêts, c'est pas plus mal de tenter de mettre les médiums. La voiture était peut-être beaucoup plus à l'aise avec ces gommes-là. Et voilà, ils finissent 5 et 6, dernière voiture dans le tour. Leur 3ème place est quasiment, je vais pas dire assurée, mais ça commence à sentir très bon. Il y a 31 points et demi d'avance. C'est loin d'être fini, bien sûr, mais McLaren a quand même un peu de difficulté. Hier, ça allait pas mal en qualif sprint, mais on sent quand même que sur sa dernière course, c'est pas toujours facile. Donc, il faut continuer comme ça pour Ferrari. Ça fait plaisir après l'année 2020 qui était vraiment catastrophique. Pierre Gasly qui termine 7ème. Pierre Gasly aussi, hein, il a fait ce qu'il a pu, hein, dans cette course. Il s'est vraiment battu, le Normand. C'était très chaud avec Esteban Ocon aussi dans cette fin d'épreuve. Mais j'ai trouvé ça bien aussi que, pour une fois, la bataille AlphaTauri-Alpine, elle se voit en piste. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors c'est sûr que Gasly, il s'était bien qualifié avant la qualif sprint, et puis qualif sprint encore une fois un petit peu calamiteuse, mais
au moins, elle s'est vue en piste. Alors, c'était 2 Alpines, une AlphaTauri, puisque Tsunoda a fait du carbone. Mais bah, au moins, voilà, c'est plus une bataille véritablement à distance qu'on a vu et où en fait, on avait. Cette saison, c'est Alpine qui emmagasine des gros points ou des points avec les 2 voitures à chaque fois ou des gros points quand on peut en profiter. Et puis AlphaTauri avec Gasly qui essaye de porter l'équipe comme ça à bout de bras, de se rattraper à chaque fois, de faire des super perfs pour rattraper les difficultés du Yuki Tsunoda. Mais du coup, Gasly, bah, qui est très bien remonté en fin de course, qui a passé les 2 Alpines, et qui se retrouve à une 7ème place, qui est encore très belle, et voilà, faut pas non plus trop en vouloir. Ocon, Alonso, les 2 Alpines, ça faut le dire quand même, superbe, hein, de voir Alpine faire 8 et 9 aujourd'hui. Du coup, au niveau du championnat constructeur, il y a toujours 112 partout. C'est vrai qu'on se retrouve exactement avec une égalité parfaite entre AlphaTauri et Alpine, toujours, ça n'a rien changé en fait tout ça, puisque Gasly marque 6 points, Ocon 4 et Alonso 2. Ça fait 6 partout, donc on va continuer la bataille pour la 6ème place du championnat, 5ème place pardon, du championnat des constructeurs. Je vous referai un petit point sur les championnats à la fin. Ouais, un seul arrêt pour Alpine effectivement, étonnant, mais c'est vrai que oui, ça gère bien les pneus. Voilà, ça marche bien, ça leur permet un petit peu de sauver en fait ce qu'il faut avec une voiture qui est forcément pas la meilleure. On va pas se le cacher quand même. Bon, Verstappen, Hamilton, tout ça, Mercedes, Red Bull, c'est sympa, mais quand même il y a une lutte qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la lutte pour le titre de champion du monde des dépassements. Alonso qui avait pris une courte tête après la qualif sprint d'hier face à Sébastien Vettel, et aujourd'hui Alpine loupe son arrêt, comme ça Alonso perd des places, il doit les remonter, et il dépasse son rival direct, Sébastien Vettel. Bref, c'est une merveille, une masterclass de la part d'Alpine, et ça sent bon ce titre, hein. Champion du monde des dépassements, on rappelle. Jamais dans l'histoire de la Formule 1, un pilote n'a été champion du monde des dépassements. C'est pour l'histoire. Champion du monde des dépassements crypto.com, hein, bien évidemment. On va faire de la moula, mais sublime. Bravo Fernando Alonso, exceptionnel. 9ème place, et là maintenant il va mettre une branlée pas possible à Vettel jusqu'à la fin de saison dans ce championnat. Ça aide aussi maintenant, puisque Vettel commence à plutôt bien se qualifier avec l'Aston Martin, alors que les Alpines sont à la ramasse, donc c'est plutôt pratique évidemment pour pouvoir remonter. Lando Norris termine 10ème donc avec la McLaren, ça fait au moins 1 point, donc ça permet de stopper légèrement l'hémorragie face à Ferrari, mais c'est compliqué hein, pour McLaren cette dernière course. Il est vraiment temps, mais vraiment, que ça se termine. Pour McLaren c'est con, hein, parce que c'est l'année qui les a vus revenir sur la plus haute marche du podium, faire un doublé, et faire plein de podiums cette année, notamment avec Norris, mais... il est temps que ça se termine parce que c'est con. Norris, il part 5ème, il prend un super départ où il dépasse Sainz et il peut peut-être même se retrouver face à Perez. Et il y a ce contact qui vient ruiner sa course, il se retrouve dernier du coup après la crevaison et c'est compliqué. Et c'est bien de faire 10ème parce qu'il a remonté, mais c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage et je pense que là ils ont hâte que ça se termine chez McLaren. Ça sera peut-être une 4ème place du coup des constructeurs. Vous voyez, hein, c'est particulier, c'est-à-dire que ça sera une saison qui, sur le plan comptable, sera moins bonne que la précédente puisqu'ils ont fini 3ème l'an dernier, mais ce sera une saison qui sera meilleure niveau esprit d'équipe quand même parce qu'il y a eu une victoire à Monza. Donc franchement, voilà, c'est quand même, faut pas l'oublier aussi facilement que ça. Sébastien Vettel qui termine 11ème, il y a eu bagarre avec Ricciardo, hein, ça se battait bien entre les deux. Je pense simplement que l'Aston n'avait pas forcément un énorme rythme aujourd'hui en course. C'était peut-être un peu compliqué pour le pilote allemand. Kimi Raikkonen 12ème, alors là, le pauvre Kimi qui s'est retrouvé en tête à queue après un contact avec son équipier hier en qualif sprint. Il perd des stands aujourd'hui. Bah, il montre encore qu'il y a quelque chose, hein, Papy Kimi. Voilà, il est pas complètement fini, on va dire. Il essaye de continuer de se battre jusqu'à la dernière course, même s'il l'a dit au micro de Jean Alési la semaine dernière, il en peut plus. Vivement que ça se termine, cette affreuse carrière en F1, c'est quasiment ce qu'il dit, mais voilà, il a quand même envie que ça se termine, cette affaire. Donc voilà, 12ème place qui est sympathique, 13ème place pour George Russell. Voilà, tout ça c'est des pilotes, 14 Giovinazzi aussi, ils ont fait leur course. Giovinazzi, bon, c'est pas totalement sa faute hier, hein, quand même, l'accrochage avec Raikkonen. Il y a des circonstances atténuantes, on se retrouve en 3 de front. Et je pense que voilà, le fait qu'il se retrouve en 3 de front avec Alonso au milieu, ça fait que Giovinazzi, lui prend un virage tout à fait correct, et Raikkonen, en fait, se doute pas qu'il y aura son équipier en plus à l'intérieur, donc voilà, c'est un fait de course totalement entre les deux. Russell, voilà, la Williams qui fonctionnait quand même un peu mieux aujourd'hui en course qu'en qualif sprint ou en séance qualificative du vendredi. Yuki Tsunoda qui termine 15ème, là Yuki, 10 secondes de pénalité. Je trouve que c'est fort, 10 secondes de pénalité, parce que, en fait, oui, il vient d'un peu loin, je conteste pas, mais il n'est pas en train de rentrer dans ce troll, si vous voulez. Moi, je trouve que si tu mets 10 secondes de pénalité pour un contact évitable, tu dois vraiment, c'est vraiment parce que tu rentres dans le virage et tu loupes la corde, tu vas vraiment percuter le gars. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il plonge à l'intérieur. On voit au moment où il se touche, hein, il est sur le vibreur quasiment, enfin, il est vraiment parti pour prendre la chicane.
Et Stroll se rabat parce qu'il s'attend pas forcément à ce que Tsunoda attaque à ce point-là. Et là, c'est pour ça que je parle encore de constance de la part des commissaires et tout ce genre de choses. C'est là que je ne comprends pas pourquoi on va lui coller 10 secondes à Yuki Tsunoda alors qu'il ruine sa course en pétant son aileron avant. Je comprends pas. Vous voyez, je vois pas vraiment le truc. C'est que d'habitude, on met toujours des pénalités. En fait, on met toujours des pénalités aux pilotes pour, comment expliquer, pour un petit peu aller faire réparation à l'autre. C'est-à-dire que vous avez un pilote qui va en envoyer un en tête à queue, on va lui mettre une pénalité histoire de se dire que voilà, il perd un peu. Mais là, c'est Tsunoda qui perd de A à Z et c'est lui qui se prend 10 secondes. Je comprends pas. Je vois pas, mais encore une fois, c'est le problème de la F1, c'est que c'est compliqué. Ouais, ils jugent pas les conséquences, c'est ce qui paraît. C'est ça, Adam, et c'est pour ça, s'ils jugent pas les conséquences, effectivement, tu peux dire, ouais, mais le truc, c'est que dans un accrochage, si tu veux mettre une pénalité, c'est que forcément, il y a une conséquence. S'il se touche et qu'il se passe rien, et que ça n'interfère pas dans la course de Stroll, parce que ça n'interfère strictement pas dans sa course, hein, ça lui a fait perdre quoi, 4 dixièmes peut-être maximum. Pourquoi est-ce que tu vas lui coller 10 secondes à Tsunoda? Je comprends pas. Et surtout pour moi, Stroll est au moins aussi fautif. Donc voilà, il y a des décisions. Après, c'est comme tout sport, évidemment, où vous faites intervenir un arbitre. À partir du moment où vous mettez un arbitre humain, eh ben, l'arbitre humain va avoir une interprétation, et du coup, vous retrouvez sujet à interprétation. C'est bête, mais c'est comme ça. Tsunoda, là, j'ai pas trop compris pourquoi on l'a mis 10 secondes, ça lui ruine un peu sa course, et il se retrouve 15ème, c'est bien dommage. Latifi 16ème, donc avec l'autre Williams, un RAS comme d'habitude. Nikita Mazepin qui bat Mick Schumacher, on ne dira pas que c'est parce que Schumacher s'est foutu son aileron avant sous la voiture en percutant Raikkonen, voilà. Il disait en début de week-end qu'il était triste de pas se battre avec Raikkonen. Bah voilà. Il s'est battu avec Raikkonen, il a fini avec un aileron avant en vrac. Mais bon, encore une fois, pour As, c'était pas simple. Il y avait beaucoup d'émotions chez Nikita Mazepin après la séance qualificative de vendredi, où il avait fait un mauvais tour. Et puis il y a pas mal de turnover dans l'équipe, tout ça. Il était, je sais pas, il a l'air un peu. Il avait l'air chafouin un peu, Mazepin. J'ai l'impression vraiment. C'est bête, hein, mais plus on continue dans cette saison, j'ai l'impression qu'il est pas fait pour la F1 en fait. C'est ça qui me perturbe un peu. Je le sens toujours un peu perdu, un peu entre guillemets trop triste par rapport. Enfin, je comprends, ça lui tient à cœur et tout, mais tu vas pas le montrer comme ça. Enfin, je sais pas, c'est très particulier, Mazepin. Voilà, je continue de me dire que c'est une erreur de casting, mais on peut même pas dire que ce soit une erreur de casting puisqu'il n'y a pas eu de casting, quoi. Son père a rachète quasiment l'équipe, donc c'est pas surprenant. Après, au moins, voilà, il n'y a pas eu d'impact cette course ou quoi que ce soit, donc c'était positif. 2 abandons donc dans ce Grand Prix. Daniel Ricciardo, problème, perte de puissance moteur donc sur la McLaren. C'est dommage parce qu'il essaie de se battre aussi, mais encore une fois, on sentait que c'était pas tout à fait ça. Et puis Lance Stroll, abandon. Alors, est-ce que l'abandon vient suite à l'accrochage avec Tsunoda? Ça, c'est Aston Martin qui pourra nous le dire. Mais je pense pas. Quand on voyait le rythme du Canadien derrière, je pense pas qu'il y avait de gros problèmes là-dessus. Au niveau des championnats, du coup, au classement pilote, Max Verstappen a désormais 332 points et demi. Il possède 14 points d'avance sur Lewis Hamilton à 3 Grands Prix du but. C'est extraordinaire. Il reste 78 points à distribuer. Il y en a 14 d'écart, donc ça va encore se jouer dans ces dernières courses et c'est super sympa. Bottas est 3ème devant Perez et Norris. Leclerc qui revient à 3 points de Norris. Attention, il y a de bagarre quand même pour la 5ème place du championnat pilote. 3 points d'écart seulement entre les deux. Sainz est 7ème devant Ricciardo, Gasly et Fernando Alonso en 10ème position. Et au niveau du championnat des constructeurs, donc Mercedes est en tête avec 521 points et demi. Ils ont maintenant 21 points d'avance, 11 points d'avance sur Red Bull. Donc ils ont repris un petit peu d'air. Déjà qu'ils avaient repris un petit peu hier avec la victoire de Bottas en qualif sprint. Ferrari maintenant à 287 points et demi, ça fait 31 points et demi d'avance sur McLaren, ça commence à faire pas mal. Alpine et AlphaTauri ex aequo pour la 5ème position. Et puis derrière, ça s'est toujours décanté bien sûr, 68 points pour Aston Martin en 7ème position. Ils n'iront pas chercher devant et on n'ira pas les chercher derrière. Williams 8ème avec 23 points. Ça me semble aussi plus ou moins assuré. Alfa Romeo 11 points en 9ème place, ça semble assuré. Et la 10ème place de Haas avec 0 points. Et là aussi, bien évidemment, assuré. Ça devrait pas trop bouger entre la 7ème et la 10ème place. Par contre, les 6 premières places, tout peut encore se jouer sur cette fin de saison. Et on va découvrir encore une fois des circuits, des grands prix, des pays. Et ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et ça va être passionnant à suivre. La Formule 1 revient le week-end prochain avec le Grand Prix du Qatar, donc le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire sur le tracé de Losail. Un Grand Prix qui commencera à 17h local, donc on devrait, un peu comme Abu Dhabi, commencer de jour et finir de nuit, ou en tout cas au crépuscule. Donc vraiment, ça va être très 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 sympa à suivre, cette affaire à mon avis quand même. Le circuit n'est pas forcément
ultra excitant sur le papier, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis voilà, on va falloir voir ce que ça va donner entre Red Bull et entre Mercedes. Senna qui demande, Senna numéro 1, est-ce que ce sera un circuit Red Bull? Comment veux-tu qu'on le sache? On n'a jamais roulé dessus. On n'a aucune idée. Et puis de toute façon, les circuits Red Bull, les circuits Mercedes, ça n'existe plus. La Russie était un circuit largement Mercedes. Ce fut compliqué. Le Brésil est un circuit Red Bull, c'est Mercedes qui gagne. Voilà, on peut. Austin était censé être un peu plus un circuit Mercedes, c'est Red Bull qui gagne aussi. Vraiment, on peut rien dire. C'est ça qui est merveilleux. Il faut rien prévoir maintenant, il faut juste regarder et se passionner de ça. Ce sera à 15h, donc dimanche, le départ de ce Grand Prix du Qatar. On retrouve des horaires un petit peu plus habituels pour nous, bien entendu. On va en reparler de ce Grand Prix de Sao Paulo demain, bien sûr, avec les amis de Next Gen Auto dans l'émission Grand Prix. Pardonnez-moi, n'hésitez pas à nous retrouver. Et puis aussi jeudi, 20h45, vous connaissez maintenant le rendez-vous, le Racing Café, avec évidemment de la Formule 1, de la moto, dernier Grand Prix de l'histoire de la carrière de Valentino Rossi. Ce week-end, aujourd'hui à Valence, c'était extrêmement émouvant, et victoire dernière de la saison donc pour Francesco Bagnaia, titre mondial aussi en Moto 2 qui a été décidé aujourd'hui avec Rémi Gardner qui devient champion du monde. Et on vous parlera également d'endurance avec Petit Le Mans qui s'est disputé cette nuit, et victoire de Mazda du côté de Petit Le Mans, et un championnat IMSA qui s'est joué dans le tout dernier tour d'une course de 10 heures. C'est plutôt pas mal. Et évidemment, toutes les rubriques que vous adorez, bien sûr, dans le Racing Café. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce débrief. Il arrive d'ici quelques minutes sur YouTube si vous avez raté le début. Et on se retrouve demain ou jeudi, c'est comme vous voulez. À la prochaine. Ciao, ciao.